Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette capsule vidéo de laquelle nous allons attaquer le troisième module de l'année, de la première année du baccalauréat, ou l'occurrence le dernier jour d'un condamné de son écrivain Victor Hugo. Dans cette capsule vidéo, la première, nous allons voir la première partie du roman, c'est-à-dire le premier tableau du récit qui débute par l'incipit et qui finit au chapitre numéro 21. Les objectifs que vous allez essayer, chers élèves, d'atteindre sont les suivants. 1. Connaître la contextualisation de l'œuvre. 2. Comprendre les grands moments du premier tableau de l'histoire, ce que je viens d'annoncer. Le chapitre numéro 1 correspondant à l'incipit jusqu'au chapitre numéro 21 qui marque la fin du premier tableau du récit, autrement dit du cheminement fatal du condamné à mort. Enfin, vous procurez, chers élèves, vous donnez une occasion de s'auto-évaluer. Je vous invite donc, chers élèves, de vous munir de votre cahier et stylo pour faire la prise de notes, parce que vous serez invité à la fin de cette vidéo à répondre à un test de compréhension. Commençons donc par le premier point, à savoir la contextualisation du roman. Le titre, c'est Le dernier jour d'un condamné, qui doit être souligné pour le mettre en relief dans vos productions. On parle ici de la typographie de votre production. Une fois le titre d'une œuvre est souligné, c'est pour la mettre en valeur et en relief par rapport aux autres informations. On souligne également les titres des ouvrages pour les distinguer des personnages principaux éponymes, dont quelques exemples des ouvrages à titre, par exemple, dans Antigone. Antigone souligné, on a affaire à l'œuvre, c'est-à-dire à la pièce de théâtre. Antigone sans soulignement, on parle du personnage principal de l'héroïne. De même pour le père Goriot. Le père Goriot souligné, on parle du roman d'Honoré de Balzac. Le père Goriot sans soulignement, on parle du personnage principal. L'auteur, c'est Victor Hugo, le chef de file du romantisme français, à l'instar d'Hoffmann dans la littérature allemande. C'était lui qui a initié le romantisme européen. Victor Hugo, bien sûr très célèbre, c'est à lui qu'on accorde la citation « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne », qui parle ici de l'importance de l'apprentissage de l'école et de l'éducation, bien sûr. Le genre du roman, avec le dernier jour d'un condamné, on a affaire à un roman à thèse. Pour la date de publication, la publication originale du dernier jour d'un condamné est en 1829. Il va être réédité en 1832, cette fois-ci, avec le nom de l'auteur et une préface à lui. Le siècle, il s'agit ici du 19e siècle et plus précisément, politiquement parlant, sous la Restauration, et pour être encore plus précis, c'était sous le règne de Charles X. Citons maintenant quelques exemples des œuvres de Victor Hugo. On va se contenter de ces 4 titres. Le chef-d'œuvre très renommé, Les Misérables. Un second chef-d'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Les Contemplations, qui est un recueil de poésie. Pour finir, nous allons citer Hernani, qui est une pièce de théâtre qui relève du drame romantique. Passons maintenant, chers élèves, au deuxième point, la deuxième partie de ce document qui est destiné à vous. C'est la compréhension détaillée du premier tableau du récit, chapitre 1 au chapitre numéro 21. Le texte s'ouvre par une mention d'un lieu placé en haut
de l'incipit, bicêtre. C'est le nom plutôt, de la prison à laquelle le narrateur a été transféré après avoir commis son crime de sang. La mention du nom d'un lieu en haut de la page fait apparenter le dernier jour d'un condamné à un journal intime. Juste après ce lieu, bicêtre, figure une toute phrase nominale elliptique en 3 mots, condamné à mort, et qui constitue toute seule le premier paragraphe. Ainsi se termine également l'incipit, condamné à mort, c'est-à-dire le dernier paragraphe. Victor Hugo, artisan de l'écriture, fait ici de son personnage principal un être tenaillé par son jugement. En réalité, ce qui plus est, c'est que notre héros est doublement prisonnier. Physiquement, il est dans son cachot, et moralement, il est prisonnier d'une seule idée, une sanglante, une terrible, condamné à mort, qui enfin son jugement, son arrêt, sa sentence, son édit. On peut donc intituler le début du roman comme la prise de conscience du jugement par le narrateur, personnage principal condamné à mort. Le narrateur, personnage principal, après, va faire un retour en arrière, un flashback, une analepse, pour nous amener à raconter, à nous décrire les circonstances de son procès. Son procès qui s'était déroulé dans une salle très grande, large, le sourire qui se dessinait sur les visages du jury, la fleur, ou plutôt la plante aux couleurs jaunes qu'elle a aperçue furtivement, la salle inondée d'air et de soleil vont lui donner la sensation, l'émotion d'être libéré, d'être innocenté. Le narrateur était donc pétri d'espoir. Or, son avocat va venir plutôt lui annoncer le coup de tonnerre, condamné à mort. Et voilà notre héros va se plonger dans un désespoir sans fond. Dans un monologue intérieur, après, le narrateur va décider d'écrire son chapelet de souffrance, son journal de souffrance, supplice par supplice, minute par minute jusqu'à l'arrivée de son terme. Comment donc s'est-il pu avoir de l'encre, une plume, du papier, une lampe, d'une nuit? C'est justement grâce à sa docilité, les quelques mots latins qu'il adressait au geôlier, au gardien de la geôle. Ce dernier va se compatir vis-à-vis le condamné à mort et il va répondre à sa requête, sa demande, celle de lui apporter ses moyens nécessaires à l'écriture. Le narrateur ici, dans ce monologue, a été exposé en fait à un dilemme très difficile à trancher. Écrire son journal de souffrance alors qu'il n'attend rien, qu'il n'attend que sa mort, ou écrire. Enfin, il va choisir d'écrire. Tout d'abord pour lui-même, pour dépeindre ses souffrances, et pour s'en libérer. Mais également, c'est écrire pour les autres, particulièrement pour les juges, pour que ces derniers aient la main moins légère lorsqu'il s'agit d'un jugement de la peine capitale, lorsqu'il s'agit de juger une tête qui pense, une tête qui va être décapitée après sous le coup de la guillotine au nom de la loi. C'est en réalité Victor Hugo
qu'on retrouve en creux derrière les propos du narrateur. C'est la manière de Victor Hugo de contribuer à l'abrogation, à l'annulation de la peine capitale. Le narrateur après va nous dévoiler son statut familial plutôt, à travers un passage, un épisode qu'on peut intituler le Testament. Dans ce passage ironique, un registre à tonalité ironique qui commence par signaler les frais que le narrateur doit payer pour être exécuté. Ici, comme je viens de vous dire, va nous révéler son statut familial. Il a une mère, une femme et une enfant. 3 femmes, 3 veuves au nom de la loi. Pour passer la nuit, le narrateur va s'occuper de suivre, de voir les transcriptions mirales de son cachot. Il va y trouver les noms des ex-condamnés à mort qui le terrifiaient alors qu'il était enfant. Mais le dessein de l'échafaud va le consumer, va le perturber et mettre fin à tout cela. Il va se jeter sur sa paille, dans son cachot. Le ferrage des forçats constitue en réalité l'épisode le plus frappant de cette première partie. Les condamnés aux travaux forcés, assemblés en plein cours de la prison, suivis par le narrateur condamné placé en haut de son cachot, à travers une baie, une toute petite fenêtre, regardaient ce spectacle hideux. Ce spectacle décrit en 3 tableaux. 1. La visite des médecins. 2. La visite des geôliers. Et enfin, le ferrage des forçats. Le ferment se fait comme on le faisait pour les animaux. Enchaîné, entouré des carcans des joues autour du cou. Les forçats, en pleine averse froide, vont être jetés dans des voitures pour être amenés au bagne de Toulon, à la geôle, à la prison de Toulon, avant de les amener, bien sûr, aux fermes, aux mines de charbon dans les colonies françaises, pour travailler dans par ce qu'on appelle les corvées. En voyant ce spectacle hideux, le narrateur va finir par s'évanouir. Le lendemain, il va se retrouver dans l'infirmerie. À son chevet était entouré par des sœurs de charité, habillées en blanc. Le narrateur se croyait déjà mort et en plein paradis. En plein paradis. Là, il va se lancer dans un lent délire. Il va rêver de fuir l'infirmerie, Bicêtre, voir toute la France, et s'embarquer vers l'Angleterre. Là, lorsqu'un gendarme va lui demander son passeport, cela marquera la fin de son délire. La visite, enfin, du directeur en personne de la prison, puis celle du prêtre et enfin du l'huissier, qui va lui annoncer le rejet de son pourvoi, marquèrent la fin de cette première partie. Voilà, chers élèves, autant d'informations que j'espère vous délivrer ici. Maintenant, c'est à vous de répondre à ce test de compréhension de cette première partie. Tout d'abord, vous allez essayer de faire cet exercice à trous.
Voilà un deuxième exercice, exercice de vrai ou faux sur 5 points. Le premier c'est sur 3 points, celui-ci sur 5 points. Vous aurez donc chaque fois, chers élèves, le temps d'arrêter la vidéo pour transcrire, pour lire et répondre sur vos cahiers, bien sûr. Puis, un questionnaire de lecture de cette première partie sur 12 points. Là. Essayez à chaque fois de revenir sur la vidéo, revoir la vidéo pour y trouver les réponses. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention et bon courage.